pistonnés, le rendez-vous du mercredi et son nouveau cadre tamisé. On est ensemble, tranquillement, on parle Formule 1 et on va essayer justement de prolonger le débat et d'évoquer la question Sergio Pérez. Mais avant tout, on dit toujours bonjour aux 2 meilleurs chroniqueurs de l'histoire de la Formule 1 en France. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas précisé, c'est toujours important de le redire. Hamza Ramani d'un côté, Brice Germain de l'autre. D'ailleurs, ça va les gars, toujours en fait? Oui. Toujours. Non, parce que toujours. Ça n'a pas bougé. Ça fait 2 jours qu'on s'est pas vu, enfin. Hamza, tu savais pas, je sais pas si tu le savais, mais tu sais que Brice Germain a roulé contre un certain Isaac Hadjar. Tu sais, j'aime bien commencer les émissions en évoquant les exploits de Brice ces dernières Alors semaines. attends, parce que le jeu résultat, si jamais d'acteur. tu me dis qu'il a battu Isaac, derrière, il y a une place en F1 à laquelle tu peux postuler. Non mais attends, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Il a pas été ridicule, loin de là. Tu peux nous dire quand même. 8 dixièmes. À la fin de la course. T'as fini dans la zone d'une DRS session de 10 Isaac minutes. Hadjar Sur un tour de Non, une session de 10 minutes. Sur un tour de 1-0-0. Ouais, c'est Oh. ça. 1-0-0. Oh. Je crois que je Tu suis en- sais, Stroll Alonso, c'est un peu plus important. hein, je donc, crois que je suis en 1-0-1-0 et que Isaac est en 1-0-0.180 et quelques. D'accord. Il avait des problèmes de frein. Non. Mais alors par contre, juste avant de rouler, donc c'est quand même un pilote de F2, on est bien d'accord. Ouais. Il est sur un 270, enfin, peut-être une carte de log quoi. Hmm. Et dans les stands, il est comme ça. Comme ça avec la carte, avec son casque de F2. Et il s'en fout. Et ses gants de F2. Et il est à fond, comme ça. Ah, d'ailleurs, je salue son père avec qui on a passé un super moment à ce moment-là. Ouais, on s'est croisés par hasard au RKC en 95. Et puis on s'est dit, tiens, on va aller rouler avec Isaac. Et au final, je prends 8 dixièmes, je signe. Hein. Hmm. Sachant qu'Isaac il fait 12 kg et demi, Hmm. je suis très content moi, de faire 8e contre Isaac. Je tiens juste à noter le jeu d'acteur d'Hamza au moment où on vous remettrait, au moment où il découvre ce résultat. découvre le fait que j'ai roulé avec Isaac, sachant que je le savais sachant pas. que 10 minutes après avoir roulé avec Isaac, j'ai 20 minutes de conversation téléphonique avec lui et qui se marre et tout. Et là, il fait, Écoute, je vais dire quelque chose. L'antenne, c'est du cinéma. Bien sûr. C'est du Tout cinéma. est scénarisé. Mais oui. Parce que la preuve, c'est que ton pilote préféré, c'est Lando Norris. Tout à fait. Et allez, c'est reparti. attends. On Je tiens à devait dire un faire. On truc. devait faire. T'as pris l'engagement auprès de Polo, 45 minutes d'émission. Oui, c'est vrai, t'as raison, ça commence déjà fort. Je tiens à dire un truc, il a dit hors antenne. Ouais. Il a dit hors antenne. Tous ceux qui ne sont pas d'accord avec moi n'ont pas compris. Ah. Non, c'est pas ça. Tous ceux qui ne sont pas d'accord avec moi ont tort. Voilà, je vais plus loin. On va plus Tu loin. vois, je te gardais un tout petit peu de machin. Non. Et si jamais vous n'avez pas la référence, allez voir vite le débrief et rattrapez-vous de votre erreur, cette superbe émission qui est sortie lundi. Et allez voir Or- l'émission Chapeau et allez voir toutes les émissions Toutes Norris. les émissions exactement sur Norris, c'est l'anthologie Lando Norris by Hamza Ramani. Les gars, juste très rapidement, vous savez que Les Pistonnés, c'est l'émission de Formule 1 qui vend le plus de bouquins en France. Il y a toujours ce bouquin, je vous en parlais en fin d'émission la dernière fois, 30 ans de F1, mes histoires secrètes, c'est l'histoire de Jean-Michel Tiby, le caméraman français de la Formula One. Mais surtout, puisque j'ai fait cette suggestion-là, faut que je fasse une autre suggestion, parce qu'il paraît que les Pistonnés ont validé la sortie d'un bouquin. Regardez les gars, regardez ce truc. Le tampon. La Formule 1 en 80 tours, validée par les Pistonnés, sera dans toutes les bonnes librairies, tous les bons supermarchés, tous les bons vendeurs de livres, avec l'un des co-écrivains, paraît-il, exceptionnel. C'est l'une des fiertés des Pistonnés. Nedelec, c'est quand même un gars, effectivement. Guillaume Nedelec, c'est quand même un sacré mec. Ouais. C'est quand même un sacré mec. Et je redis la même chose que j'ai dit dans l'émission de Pole Position. Je trouve ça incroyable qu'il y ait le tampon validé par les Pistonnés, alors que dans les écrivains, il y a Guillaume. Ouais, c'est vrai. C'est-à-dire que t'as un des mecs les plus calés en sport automobile en France, mais il fallait quand même Bah oui. mettre le tampon des 3 zouaves. Attends, c'est ça. C'est ça le plus important. C'est ça le plus important. Sachant que Quel lobbying t'as fait? l'autre co-écrivain, franchement, on s'en passera. C'est vraiment pas terrible. C'est très très mal écrit. Moine avec un M comme un moine. Ah voilà, exactement. Voilà. Gros bouquin qui va sortir le 16 novembre La prochain. fameuse. Franchement, mettez-le sous tous les beaux sapins. Ça fera plaisir aux Pistonnés qui ont validé bien sûr ces écrits et tout ce qu'il faut. Les gars, le programme de cette nouvelle émission, parce qu'on va quand même parler de Formule 1, on va arrêter de faire des blagues. Programme spécial Sergio Pérez. J'ai très mal fait l'accent, mais on va quand même en parler. Demandez à Hamza si tu veux. Est-ce que Red Bull doit garder le pilote mexicain? Justement, on est à quelques jours du Grand Prix du Mexique. Est-ce qu'ils doivent garder Sergio Pérez pour la saison 2024 au vu de sa forme du moment? Et puis on reviendra aussi également plus largement sur la victoire de Johan Zarco, la première en MotoGP. Il attendait ça depuis son arrivée, bien sûr, en 2017. Allez, tout de suite, on lance le débat. Red Bull, quelle stratégie adopter? On en parle tout de suite dans les Pistonnés. Bon,
Sergio Pérez, c'est pas un nouveau sujet, hein. On l'évoque après chaque débrief. On a surtout commenté cette lente agonie. Je vous ai mis quelques stats justement de cette descente aux enfers, les gars, qui nous a motivés à traiter ce sujet aujourd'hui. Pérez, en 2023, voilà les stats. Au début de saison, c'était d'ailleurs le meilleur début de saison de sa carrière, 21 points pris par Grand Prix en moyenne jusqu'au Grand Prix de Miami, c'est-à-dire 5 week-ends de course, dont un week-end sprint, et puis depuis il y a eu cette fracture mentale, et désormais sur les 4 derniers Grands Prix, et on rappellera qu'il y avait 2 week-end sprints, c'est 4,75 points pris depuis Singapour pour Sergio Pérez. Ça montre qu'il y a vraiment 2 visages à cette saison, voire 3 ou 4 même, si on creuse un petit peu plus dans le cœur de sa saison. 209 points de retard sur Max Verstappen, sans la disqualification d'Hamilton aux États-Unis. On rappelle que le septuple champion du monde aurait repris 36 points à Sergio Pérez en 4 points. Sergio Pérez largué en qualification, sa position moyenne depuis le début de saison, c'est P9, décroché des cadors aussi également dimanche, position moyenne de P5. Et les causes, parce que c'est la question que j'ai envie de vous poser. Alors je vous ai mis 3 arguments qui ressortent pas mal ces dernières semaines. Il y a cette fracture mentale après la remontée de Max Verstappen au Grand Prix de Miami, au moment où Sergio Pérez justement pensait qu'il pouvait aller décrocher la timbale, décrocher ce titre. Le développement qui ne va pas dans son sens, on le verra tout à l'heure avec les propos justement de Sergio Pérez himself. Et puis l'éventualité d'un plafond de verre atteint dans un rôle si particulier qui lui a été conféré à son arrivée chez Red Bull en 2021. Un petit mot sur cette descente aux enfers, les gars, parce qu'on en parle beaucoup, mais j'aimerais qu'on s'intéresse aux causes un petit peu de tout ça. Parmi les 3 hypothèses, quelle est la plus importante pour vous, et quel est, vous, le bilan que vous faites de cette descente aux enfers de Sergio Pérez? La plus importante, c'est la perte de synergie entre le pilote et sa machine. Et la perte de synergie, ça ne veut pas dire que je choisis l'option développement. Ça veut dire que le tout que compose le développement qui ne lui correspond plus versus lui qui se met à cogiter dans la voiture fait que ça ne fonctionne plus du tout pour lui. Et il y a quelque chose qu'il faut bien se mettre en tête aussi, et qu'on n'a pas assez, je trouve, précisé dans les pistos, c'est que nous, on a l'impression que le pilote le plus rapide, c'est celui, par exemple, de nous 3, tu nous mets une voiture, c'est celui qui va plus vite avec la voiture. Une voiture, je parle lambda. Sauf que des Formule 1, ce ne sont pas des voitures, ce sont des machines à piloter. Ça ne se conduit pas, ça se pilote. Et à partir de là, ça se malmène, ça se martyrise, une Formule 1. Ça veut dire que c'est pas fait pour aller à une vitesse moyenne ou même rapide. C'est fait pour aller au maximum du maximum. Si tu ne l'emmènes pas au maximum du maximum, la voiture, elle ne réagit plus de la façon parfaite, parce que la fenêtre d'utilisation, elle est très fine comparée à une voiture de tous les jours, une monoplace. Dès lors, il n'y a pas intrinsèquement une seconde d'écart entre Pérez et Verstappen. Et ceux qui le pensent, je trouve, sont fous, ou en tout cas ne s'intéressent pas assez au sport. Ils ont tort. Pense pas comme toi. Je suis plus mesuré. T'es génial, un mec génial. Mais en fait, la combinaison de ces éléments fait que ça ne peut plus marcher. Alors, on parle de fracture mentale depuis Miami. Mais la fracture mentale, il y a un moment donné où en fait, tu travailles sur toi, tu fais comme il a fait. Hein. Tu as fait appel à des psychologues, tu vois ce qui ne fonctionne pas. Ton équipe aussi peut faire des choses pour toi, ce qu'ils ont fait. Ils l'ont essayé de le rassurer pendant un temps. Ils ont été cléments pendant un temps. Mais en fait, la fracture mentale, si elle existe depuis Miami, c'est qu'en fait, d'autres critères ont pris le relais. Je pense qu'il s'est relancé mentalement à des moments, mais qu'au moment où il s'est relancé mentalement, justement, il ne faisait plus corps avec sa machine. Et du coup, la fracture mentale revient. Et qu'à partir du même moment, il est dans un effet boule de neige où les problèmes grossissent. Et j'en viens à penser que Sergio Pérez, aujourd'hui, a été vidé et utilisé comme une pile par Red Bull, et aujourd'hui, est vide. Et n'a plus rien à offrir à Red Bull, parce que mentalement et dans la cohésion entre lui et sa monoplace, il n'y a plus rien. Hier, c'était mieux. Dimanche, c'était mieux. Mais pas au stade où on devrait retrouver la deuxième Red Bull. Et il faut trouver un pilote qui puisse amener la deuxième Red Bull là où elle doit être. Mais au vu des circonstances du quasi Verstappen Racing Team, c'est quand même compliqué. Alors, je vais rebondir sur ton dernier point. De quoi a besoin Red Bull ? Red Bull a besoin d'un pilote, d'un deuxième pilote en l'occurrence, je parle du deuxième pilote, qui ne soit pas
championship contender, donc prétendant au titre de champion du monde pilote, mais d'avoir un pilote qui lui ramène ou qui contribue à ramener le championnat du monde constructeur. Comme tu le disais, Red Bull n'avait pas besoin de Pérez cette saison. Et pour la première fois de l'histoire de Red Bull, on a tendance à l'oublier, Vettel-Weber, ça n'a jamais été fait. Verstappen-Pérez, la saison dernière, ça aurait pu, mais ça n'a pas été le cas. Cette saison, le dernier objectif de la saison, c'est aller aller chercher la 2e place du championnat du monde pilote, pour tout rafler. Aujourd'hui, Pérez a 39 points d'avance sur Hamilton, suite à la disqualification d'Hamilton. Ouais, alors, il y a plusieurs lectures possibles. L'une d'entre elles, c'est de dire que oui, alors la Red Bull, elle est dominante. La Red Bull de Max est dominante. Mais mine de rien, une saison chaotique, catastrophique de Sergio Pérez, mettez le qualificatif que vous voulez, mais ce sera forcément négatif. Et moi, j'aurais tendance en tout cas à mettre un terme négatif quand tu vois où Max est capable de l'emmener. Encore une fois, ce sont des pilotes différents, et vraiment Max en plus un pilote particulier. Pérez, il est quand même 2e. Après, je te rejoins. Oui, je pense que Pérez est lessivé. Je pense que Red Bull l'a essoré. Ouais, vide. Comme tu as pressé une orange jusqu'au bout, et après, il n'y a plus de jus. Et l'orange, elle peut être très bonne. Hein. Je sais pas. Oui, c'est ça. Et je sais pas à quel point Pérez aujourd'hui est usé par Red Bull, par le contexte. Il le dit tous les grands prix. Mais ce que je peux comprendre en tout cas, c'est qu'un pilote de très haut niveau, parce que tous les pilotes de F1 sont des pilotes et des sportifs de très haut niveau, l'aspect mental et psychologique, il est très important. Et était-ce une erreur de sa part ou pas ? Moi, j'aurais tendance à penser que non. Mais quand en début de saison, après 4 courses, tu te bats pour le championnat du monde, parce que sportivement, les résultats sont là. Après 4 courses, alors oui, c'est une saison de 22, 23, 24, je sais jamais, GP en 2023, mais après 4 courses, tu débutes la saison, tu peux juger un début de saison uniquement sur les courses que tu disputes. Après 4 courses, tu es à la lutte avec Max, c'est 2 victoires pour Max et 2 victoires pour Pérez. On ne peut pas lui reprocher à ce moment-là de se mettre à rêver d'un championnat du monde. On peut lui reprocher la naïveté de penser que le développement va être dans le même sens. Mais est-ce que à ce moment-là, Pérez se dit que le développement qui potentiellement pourrait aller chez Max, encore une fois, j'utilise volontairement le terme pourrait pour accentuer justement ce terme de naïveté, mais est-ce que tu te dis que ça va autant desservir ton pilotage ? Est-ce que tu dis que à un moment donné, tu vas être totalement perdu, ce sera 2 corps totalement différents que tu essayes d'assembler mais qui n'y arriveront pas. Après, Pérez n'est pas exemple de tout reproche. Monaco, c'est lui qui se plante. Complètement. Moi, je veux bien que la voiture aujourd'hui ne lui convienne absolument pas. Monaco, ça arrive quoi ? Peut-être 2 ou 3 courses après l'Arabie Saoudite. C'est lui qui se met dans le mur en Après, si la voiture... en fait, c'est une suite logique. C'est-à-dire que la voiture te convient de moins en moins, mais tu as toujours la confiance de ce qu'elle t'a prouvé depuis le début de saison, donc tu conduis à une limite qui ne peut plus être la tienne. Mais ce que je veux dire, c'est que Monaco, ça arrive rapidement, alors que 3 semaines auparavant, tu gagnais encore une course. Ce que je veux dire, c'est que si l'élimination, le crash à Monaco en Q1 survenait aujourd'hui, ça n'aurait pas la même signification pour moi que malheureusement ça a finalement de se crasher au mois de mai. Mais c'est très logique que ça n'arrive plus. Puisque ça n'arrive plus, puisque maintenant, du coup, il ne conduit plus à la limite. Alors que post-Miami jusqu'à, je dirais, la Hongrie, je n'ai plus trop de souvenirs de toutes les voitures qu'il a fracassées, mais il se sort quasiment une fois par Grand Prix parce qu'il reconduit à la limite, mais il n'y arrive pas. Et parce que justement, il est encore dans cette optique de lutter pour le championnat. À partir du moment où il a lâché, il a accepté du coup et de perdre de gros dixièmes, au point où maintenant c'est rare qu'il n'y ait pas au moins la demi-seconde, voire 8 dixièmes d'écart entre lui et Max. Il les crache plus. Mais du coup, en fait, il n'y a plus de pilote. Il n'y a plus de pilote, il y a un conducteur. Comme tu aimes à dire. Il y a un conducteur de cette deuxième Red Bull maintenant, mais il n'y a plus de pilote. Elle ne peut pas être optimisée. Elle ne peut pas être utilisée à son potentiel. Donc, encore une fois, si Red Bull veut faire 1 et 2, ça sera certainement suffisant au vu de la disqualification de Lewis Hamilton là, parce que 39 points, ça va devenir compliqué à 4 courses, une course sprint encore récente. Ouais, Brésil, Sao Paulo, ouais. Brésil, ouais, reste, mais oui, c'est suffisant, mais en fait, qu'est-ce que tu fais de ça l'année prochaine ? Qu'est-ce que tu fais ?
Enfin, on voit quand même les marques psychologiques d'un pilote. Regarde Ricciardo, ce que ça lui a fait. Regarde Hamilton en 2022 par rapport à 2021. Il y a des choses qui vont rester en fait. Valtteri Bottas chaque année revenait un peu moins longtemps dans la lutte avec Lewis Hamilton. Donc, en fait, je sais pas si c'est la saison qu'il faut se dire, en fait, il est pas bon et il peut se faire virer pour la saison qu'il a faite, ou de se dire, pour Red Bull, Pérez, c'est définitivement mort en fait, parce que c'est cassé. Tu vois. On va y venir justement à cette question. Quelques réactions parce que vous avez soulevé des points qui étaient très intéressants. Déjà, le développement. Explication de Sergio Pérez sur ce qui a pu changer depuis le début de cette saison. On a dit début de saison historique, meilleur en carrière en tout cas. Et aujourd'hui, il est au fond du trou. Il disait ça à Frédéric Ferret de l'équipe. Il dit quand on a commencé à développer la voiture, elle m'a échappé. J'ai été à la recherche du bon équilibre et j'ai dû faire des compromis. Avoir une voiture qui ne change pas autant sur l'année, ce qui aiderait à être plus régulier, ce serait la clé. Ce sont des choses dont tout le monde est au courant et j'espère que la saison prochaine sera une histoire différente. Donc c'est exactement ce que tu nous expliquais en début de propos, bien sûr, Brice. Explication aussi également de Nico Rosberg. C'était il y a quelques semaines sur Sky Sports. Nico Rosberg qui dit les réseaux sociaux le critiquent beaucoup parce que tous les fans de F1 comptaient sur lui pour garder les choses passionnantes et d'une certaine manière, il a laissé tomber les fans de F1 parce qu'il a rendu la tâche trop facile pour Verstappen. J'étais dans cette situation avec Hamilton, je portais les attentes de tout le monde sur mes épaules pour que cela reste excitant et que cela ne devienne pas ennuyeux avec un Lewis Hamilton si dominant. Je te donne la parole tout de suite. Parce que c'est souvent ce que tu as défendu, Hamza, c'est-à-dire qu'on lui a peut-être à un moment aussi demandé quelque chose dont il n'est pas capable ou il n'est pas là pour ça. Rosberg, je suis rarement. Lui aussi, il a abandonné les fans d'ailleurs. Je suis rarement. C'est ça qui m'a fait rire, moi. Non, je suis rarement à l'avoir fait. Rarement en accord avec Nico Rosberg, ce qui veut dire qu'il a souvent tort, du coup, mon cher Brice. Non, plus sérieusement, je trouve qu'il a totalement raison sur cet aspect. Et il y a un autre point qui, pour moi, corrobore ce que dit Nico Rosberg. Mine de rien, la saison 2021, tout ce qu'on retient de Pérez, c'est Abu Dhabi. Complètement. Le fait qu'il a permis à Max de remporter le championnat. Si on se replonge sur cette saison 2021, il y a quelques coups d'éclat. Mais alors oui, c'est sa première saison. Et encore une fois, ce qui est valable pour tous les pilotes est valable pour Pérez, d'autant plus dans une structure telle que Red Bull. Mais la première saison de Pérez chez Red Bull, elle est loin d'être exceptionnelle. Ah bah c'est peut-être lui qui coûte le titre même à constructeur peut-être. Sauf que comme c'est juste qu'il y a Bottas qui est encore moins bon. Comme il y a ce sacre de Max, dans les circonstances que l'on connaît, en fait, on a totalement oublié la saison de Pérez, on a totalement oublié la lutte pour le championnat du monde constructeur, comme tu viens de le souligner. Et aujourd'hui, nous, notre seul espoir, effectivement, pour voir une lutte pour le championnat du monde, pour le titre suprême, c'était Sergio Pérez. Parce qu'on a rapidement compris que la Red Bull avait une avance monstrueuse, et on en constate encore aujourd'hui, sur la concurrence. Pérez, oui, et là aussi je peux comprendre ce qu'il dit, et l'aspect psychologique, mental est d'autant plus important pour un sportif de haut niveau, et Brice le dit brillamment assez souvent, c'est que quand tu ne fais pas corps avec ta voiture, effectivement, d'autant plus quand ton coéquipier, en fait, c'est là, Verstappen, c'est Verstappen Red Bull, tu as l'impression c'est un même corps, tu vois, c'est une même personne, c'est une même monoplace. L'aileron avant, c'est les jambes de Verstappen. Exactement. Et quand tu as ton coéquipier... Maintenant, il y a plusieurs choses. La première, sur l'aspect statistique, cette saison, en qualif, Pérez, il est évidemment battu par Max, il est battu par Leclerc, par Norris, Sainz, Hamilton, Alonso, Russell. 7 pilotes. Égalité avec... Sur la moyenne Non, sur l'ensemble des duels en qualification. Duels en qualification, cette saison. Oui, donc à la moyenne au final. Verstappen 16, Pérez 2, par exemple, en qualif. Oui, ok. Ah, d'accord. Et tu as fait à chaque fois, ok. Pour tous les pilotes. Okay. Et Ocon et Piastri sont à égalité. Derrière, il est juste devant donc les Hülkenberg, Albon, Stroll, Bottas, etc. Donc, ce qui semble normal. Moi, la question que j'ai envie de poser, est-ce que Red Bull met en les meilleures conditions possibles pour permettre au deuxième pilote de performer? Parce qu'on a vu avec Gasly, on l'a vu avec Albon, et on le voit aujourd'hui avec Pérez. Encore une fois, on pourra jamais en vouloir à Red Bull de tout taxer sur Max, parce que c'est l'un des plus grands pilotes de l'histoire de la Formule 1. Et qu'aujourd'hui, il te montre que tu n'as même pas besoin d'un deuxième pilote pour remporter le titre constructeur. Cette année, en tout cas. Oui, évidemment, cette année. On verra sur les prochaines saisons. Mais ce que je veux te dire, c'est que si l'objectif de l'écurie,
c'est de faire performer tes 2 pilotes, dans ces cas-là, il faut agir en conséquence. Il faut faire une monoplace qui soit maniable pour les 2 pilotes. On sait que Max a un pilotage caractéristique qui est totalement différent de la très grande majorité des pilotes aujourd'hui en Formule 1. Donc, si tu n'arrives pas à trouver le pilote qui justement ressemblerait au pilotage à Max, quoi qu'il arrive, le deuxième pilote sera en difficulté à partir du moment où tu axes le développement sur le style de conduite et le style de pilotage de Max Verstappen. D'autant plus que, encore une fois, avec tout le respect que j'ai pour Pierre Gasly et pour Alex Albon, Gasly et Albon, lorsqu'ils arrivent chez Red Bull, ce sont 2 jeunes pilotes. Pérez, c'est un pilote qui, au moment où il arrive, je crois, il a quasiment une dizaine d'années de Formule 1. Mais il y a 10 saisons. Moi, je veux bien, encore une fois, qu'on fasse passer Checo Pérez pour... À moins que rien. Oui, c'est pas le terme que j'allais employer, pas mais le dans cas. l'idée, c'est ça. Mais il a déjà prouvé avant Red Bull et il a aussi prouvé chez Red Bull. C'est juste qu'on lui donne pas aujourd'hui toutes les conditions. Maintenant, encore une fois, que doit faire Red Bull? Et bien justement, c'est la Mais question que doivent j'ai envie faire de vous les poser. pilotes aussi, tu vois. C'est la question que j'ai envie de vous poser, les gars, et on va essayer de répondre à ces 2 questions. Que doit faire Red Bull? Quelque part, Red Bull est maître du timing d'une certaine manière, puisque Pérez est sous contrat en 2024. C'est déjà signé, c'est déjà acté depuis l'année dernière, donc il n'y a pas d'annonce, on va dire, attendue de ce côté-là. Est-ce qu'il n'y a pas la tentation pour Red Bull de le jauger sur la fin de saison et donc d'acter à l'issue de cet exercice 2023, laisser du temps en même temps à Ricciardo pour prouver, voir si le seul plan B aujourd'hui qui existe peut être viable pour l'écurie mère, et puis il y a la possibilité, avec la déclaration d'il y a quelques semaines d'Helmut Marko, qu'AlphaTauri puisse être une voie de secours contractuelle, on va dire, pour Sergio Pérez, si jamais il fallait le retirer de Red Bull en 2024. Et puis, l'autre question, c'est est-ce que Sergio Pérez peut inverser la vapeur, montrer autre chose dans cette fin de saison? Justement, Helmut Marko parlait d'une crise entre l'équipe et Sergio. Ça, c'était après le Grand Prix du Qatar. Helmut Marko qui met quand même la pression dans les médias. Je vous montrerai tout à l'heure une belle déclaration. Peut-il encore aider Red Bull aussi également à l'avenir? C'est-à-dire que là, on décorrèle 2023, on se projette directement sur 2024, et est-ce que surtout le titre de vice-champion peut sauver la peau de Sergio Pérez? Qu'est-ce qu'on fait du côté de Red Bull? On entend tout et n'importe quoi. Un coup, il faut qu'il soit vice-champion pour maintenir son baquet. Un coup, on dit que contractuellement, en fait, peu importe ce qui se passe, ce n'est pas le cas. J'ai plus envie de croire Red Bull dans tous les cas. Je pense que effectivement, s'il n'est pas vice-champion du monde, ça va faire extrêmement tâche. On le sortira du jeu. Si on ne le sort pas du jeu, on va le traiter comme un jeune pilote Red Bull l'année prochaine. On va lui laisser 8 Grands Prix. À mi-saison, on le sautera pour Ricciardo, pour laisser le temps à Ricciardo peut-être. Mais que les jours de Sergio Pérez chez Red Bull soient comptés, pour moi c'est une certitude. Non pas encore une fois par valeur intrinsèque du pilote, mais parce qu'il n'y a plus à en tirer quoi que ce soit à l'heure actuelle. Je pense qu'il peut faire des bonnes courses comme hier. Pardon lundi, excusez-moi, on enregistre le lundi. C'est décalage horaire. Je suis jet lag. Mais c'est trop tard, j'ai l'impression. Quand on parle de renverser pour toi, c'est cuit. Quand tu dis c'est trop tard. Bah ouais. Enfin, Il dit c'est trop tard sans avoir la certitude connaissance qu'il du timing, en fait. Bien sûr. Si c'est pas cet hiver, ce sera l'été Oui, prochain. oui. C'est ça qu'il veut dire. Et je le rejoins. Surtout qu'en fait, pour moi, le timing n'a aucune importance à partir du moment où je crois zéro en le fait qu'il renverse la vapeur. Est-ce que quelqu'un croit au fait que Sergio Pérez renverse la vapeur? On croit certainement, comme 2017, 2018, 2019, au Bottas 2.0, au Bottas 3.0, à la victoire en Arabie Saoudite au début 2024. Oh là là, Pérez est-il en train de se relancer? Et puis sur le long terme, bam, tu te fais assommer par le mec qui juste est en confiance avec la voiture, est bon partout, et pas sur une typologie de circuit, ne fait pas d'erreur, et au final est complet. Si on est dur avec Lando Norris sur sa victoire, regardez le débrief, sur son absence de victoire, soyons durs avec Sergio Pérez sur le fait que pour battre Max Verstappen, il faut tout aligner. Donc, encore une fois, Est-ce qu'il peut le faire? C'est la question. La question, elle n'est effectivement à poser uniquement quand Sergio Pérez nous dit « je lutte pour le titre ». Donc là, à ce moment-là, on doit le juger tel quel. On doit le juger comme un... Mais ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il le dit en début de saison parce que les résultats sportifs lui permettaient d'espérer. À partir du moment où derrière... Non, parce qu'il sent le talent d'eux, mais comme tous les pilotes, tu vas me dire. Mais Oui, parce qu'il a la machine et qu'il comprend la machine. À partir du moment où, tu le dis souvent, où le développement, justement, a dévié de son style, alors est-ce que ce serait les conditions ne sont plus les mêmes. Est-ce que ce serait le cas de Max? Est-ce que Max, avec une voiture qui dévie de son style de pilotage,
je dis pas qu'il est pas moins bon, hein. Mais est-ce qu'en fait, il y a cette fracture mentale là? Il y a. C'est la différence d'un grand champion et un. Tu vois, Fracture c'est- mentale, je ne pense pas. Par contre, je peux juger sur les 4 premières courses lorsque la voiture ne lui correspondait pas forcément. C'est vrai. Et sur Mais- les 4 premières courses, Et plus en difficulté. Mais tu vois, ce qui est bizarre, c'est qu'en 2021, ils ont totalement changé leur philosophie en nous annonçant une voiture moins nerveuse, plus conciliante Mhm. et du coup plus agréable pour deux pilotes. Et c'est pour ça aussi que Sergio Pérez s'est démarqué d'Alex Albon ou de Pierre Gasly en arrivant et a fait 3 ans quand les autres ont fait une saison ou moins chez Red Bull. Donc, à partir de là, on s'est dit, Red Bull a compris l'intérêt d'une deuxième voiture. Mais à partir du moment où Max a eu la possibilité d'aller, entre guillemets, reprendre la place que Sébastien Vettel avait laissée en tant qu'égérie, en tant que visage ultra dominant de Red Bull, on a l'impression que cette philosophie a été abandonnée. Mais on va revenir du coup à un débat qu'on avait en 2020 ou en 2019. Qui pour ce deuxième paquet? Red Bull. Et surtout, est-ce que c'est pas, et je pèse mes mots, la pire place à prendre pour quelques pilotes de Formule 1 que ce soit, ce deuxième paquet Red Bull? Mhm. Est-ce que si tu mets Lando Norris dedans, parce qu'on a des rumeurs en ce moment, Complètement. que Lando Norris intéresse énormément Horner, est-ce que si tu mets Lando Norris dedans, déjà qu'effectivement, Hamza le trouve pas choucard mentalement, tu vois, en termes de clutchitude et en termes de finition. tu le trouves, toi? Relancez pas le débat, le temps est parce compté, qu'il les met un gars. tir comme ça. Non, non, gratos. non, non, mais on a compris Ah, le non, running mais, gag de cette non, semaine. mais je le. N'aie pas peur des critiques, n'aie pas peur. Non, Dis ce que non, tu non, penses non, vraiment, je- ce que je tu me dis m'émancipe, souvent. toi. Ce que tu me dis souvent hors antenne. Ah, tout ça est fake. Non, mais je trouve pas choucard mentalement, mais je lui reproche rien sur dimanche. Moi. Regardez la situation, c'est intéressant ce que vous dites les gars sur la situation de Sergio Pérez au sein de Red Bull, parce qu'on parle beaucoup des critiques et des doutes de Red Bull, mais il y a des doutes aussi du côté de Sergio Pérez. Citation, c'est une interview extraite d'une chaîne que tu aimes beaucoup, Hamza, c'est DAZN. C'est sur DAZN qu'il a dit ça. Avec la saison que nous avons connue, en parlant de 2023, il est important pour moi lors des prochaines courses d'être dans un environnement dans lequel je sens que je peux contribuer. Et si cet endroit en 2024 n'est pas ici, on devra chercher d'autres alternatives. Pour l'instant, ma priorité est ici. Autre déclaration, celle de Nico Rosberg qui nous dit « Je pense que si une alternative était sur le marché maintenant, il serait remplacé. Checo est trop loin en ce moment, c'est extrême, mais vous ne pouvez pas simplement mettre Lawson dans la Red Bull maintenant, car qui sait comment cela se passerait, ce serait un risque trop élevé. Même Ricciardo représenterait un certain risque, car nous ne l'avons pas encore beaucoup vu en action depuis son retour. » C'est quoi les solutions aujourd'hui pour Red Bull? C'est Il y quoi en a le pas. plan B? Il y en a Alors, pas. Il y en a pas. Solution pas, en externe, attendant, Daniel Ricciardo, La piocher dans solution la la filière. la plus proche et la plus fiable et qui serait viable pour Red Bull, c'est Daniel Ricciardo. Oui. Mais aujourd'hui, on ne sait pas ce que vaut Ricciardo, d'autant plus qu'il y a eu ce problème physique avec cette blessure. Il le disait très souvent, je crois que c'est Helmut Marko qui le disait très souvent en début de saison. Il a été totalement déstructuré de la manière de conduire une Formule 1 en allant d'abord chez Renault puis chez McLaren. Oh. Au moment où il part et au moment où il revient. Genre, ça déstructure le pilote d'aller chez En Renault tout et cas, ce McLaren. sont les propos à l'époque de Tu Marko. deviens une chèvre. Donc, c'est pas Jamais dans cet ordre-là. C'est pas une question de niveau. Non, mais c'est une question Marco qui dit ça. Genre, si tu vas là-bas, t'es plus piloté. Mais aujourd'hui, et c'est ce qui sauve Pérez, pourquoi est-ce que Gasly est remplacé rapidement? Pourquoi est-ce que Albon est remplacé rapidement? Parce qu'il y a des solutions. Pérez aujourd'hui, il n'y a aucune solution qui permettrait aujourd'hui à Red Bull d'avoir autant de garanties sportives que Sergio Pérez. Tout en sachant que derrière, selon les 5, 10, 15 prochaines courses de Daniel Ricciardo, ça peut devenir une alternative. Moi, je suis persuadé que si début 2024, la première partie de saison 2024, Pérez, ça se passe pas bien, Ricciardo le remplacera en cours de saison. Mais aujourd'hui, c'est trop compliqué. Juste une petite parenthèse concernant la filière. On a appris grâce à notre ami Perceval qui fait un super boulot sur les formules de promotion. Il n'y aura que 2 pilotes Red Bull en F2 l'année prochaine, Adjar et Marty, qui devraient être associés chez Campos. C'est-à-dire qu'on va aussi vider une bonne partie de la filière actuellement présente en F2. Auger, Maloney. Auger, c'est officiel. Maloney dehors. Fittipaldi dehors. Et je crois. Et attends. Il y en a un quatrième, ouais. Il y en a un quatrième. Et Iwasa, on attend de savoir ce qui va se passer. Ouais, bon, ok. Alors, si Hamza a des théories sur Max Verstappen et les pénalités de la FIA, moi j'en ai une sur le deuxième baquet Red Bull. Allez, vas-y. Ça vaut ce que ça vaut, vous me dites en commentaire ce que vous en pensez. Gasly et Albon, ils se sont rendus compte, à mon avis, qu'ils ont pourri le début de carrière de 2 pilotes et que
mentalement, c'était pas du tout bon de mettre ces deux garçons-là dans une voiture qui était si haut face à un coéquipier si fort et avec des enjeux si grands. Qui, du coup, n'ont pas montré leur plein potentiel, même si pour moi, Albon montrait plus de potentiel quand même que Pierre Gasly, mais il a eu plus le temps aussi. À partir de là, j'ai l'impression qu'ils se sont dirigés vers une stratégie de venir récupérer quelqu'un qui avait de l'expérience, qui avait prouvé en Formule 1 et qui n'avait plus rien à perdre. Parce que ils se sont rendus compte que la position de leur second paquet est extrêmement inconfortable pour quelques pilotes que ce soit. Donc, ils sont allés chercher Sergio Pérez, un mec qui n'avait plus de contrat, viré par Racing Point, qui venait de gagner un Grand Prix, donc qui venait de prouver quelque chose, et qui se contenterait de tout poste qu'on lui donnera, même si c'est de numéro 2, de faire valoir de l'arbin de Max Verstappen. Ce qu'il fait parfaitement en 2021. En 2022, qu'est-ce qu'il fait ? Il y a une lutte avec Charles Leclerc et Max Verstappen. Il sait qu'il va devoir aider Max Verstappen, ce qu'il fait notamment en Espagne. Et après ça, Max s'envole et Pérez n'a rien à jouer. 2023, c'est la première saison où Sergio Pérez a un tant soit peu de légitimité au vu de la performance de la Red Bull pour venir revendiquer quelque chose. Mais il n'a pas été engagé pour ça, à la base. Il a été engagé parce que on va te sauver les fesses, mais par contre, tu es de l'arbin de Max. Donc là, il revendique quelque chose qu'il ne peut pas assumer et que le développement de la voiture ne peut pas lui permettre d'assumer. Et au final, on arrive dans cette phase de j'ai accepté de les faire valoir, je ne veux plus, je me rebelle, je me fais mater, je suis mort. Pour moi, on a fini le cycle. Parce que c'était le sauvetage de Sergio Pérez. Et aujourd'hui, je pense que si on doit recruter quelqu'un, c'est un mec qui n'a plus rien à perdre, toujours, et refaire ce cycle. Donc tu Daniel mets Ricciardo dès cet hiver. Bah, Si tu es Christian Horner et mais Helmut en fait, Marko. j'ai Non, mais avec ce que tu nous as expliqué, ça se mais tient. Hein. presque pas. Parce qu'en fait, aujourd'hui, j'ai pas assez de preuves que Ricardo est là. Par En fait, contre, des mecs qui sont en fin de carrière, enfin, Genre Fernando Alonso, genre. Bottas, franchement, ouais, Le Alonso. problème, c'est qu'ils sont sous contrat, ces gars-là. Mais Alonso acceptera pas d'être faire valoir. Mais Bottas, Hülkenberg, qu'on n'a jamais vu au volant d'une C'est voiture vrai. qui peut jouer la gagne. Là, tu me plais. Là. Non, mais- Hülkenberg, ça me hype. Non mais des mecs qui n'ont plus rien à perdre en F1 et qui accepteront n'importe quel poste pour Et rester que tu vas essorer un an ou deux. Quoi. et que tu vas essorer Mhm. pour marquer les points parce qu'ils vont tout donner parce qu'ils sont dans cette voiture là et qu'au moment où ils se rendront compte qu'ils ne peuvent rien jouer réellement légitimement, et ben en fait ils seront vidés. Mais j'ai l'impression que c'est ce qu'ils font. Théorie intéressante, Hamza, le mot de la fin, que doit faire Red Bull? Est-ce qu'il faut garder Pérez en 2024? Vous étiez d'accord, et on est tous les trois d'accord, pour dire que si c'est pas cet été, on a l'impression que ce sera en cours de saison prochaine. Que doit faire Red Bull? Question compliquée. La théorie de Brice, j'y souscris. Maintenant, honnêtement, ça me semble peu crédible de voir Red Bull recruter hors de sa filière aujourd'hui. Aller chercher un Hülkenberg, Bottas, Magnussen, qui tu veux. Vettel? J'ai pas envie de voir J'en ce En suis fait, sûr, hein. le problème de Vettel, c'est qu'il a quitté la F1 et il a donné des raisons qui sont hors sport. Donc, je le vois pas revenir alors que la F1 n'aura pas changé C'est vrai. en 12 mois. Ils vont renommer Green Bull. Donc, quelle solution? Moi, je pense que c'est Pérez. En fait, garder Pérez, en plus, ça justifierait davantage le fait de mettre Ricciardo, entre guillemets, en urgence l'été prochain. Ouais. Parce que si tu mets Ricciardo dès cet hiver, Et que tu et qu'en flingues. fait ça se plante, Mhm. et qu'en plus tu as Ferrari ou McLaren ou Mercedes ou qui tu veux qui est en train de se battre, et que Verstappen il est plus aussi dominant, et que derrière ton deuxième pilote, qui est un nouveau pilote, en l'occurrence Daniel Ricciardo, ne performe pas comme tu l'espères, ben là tu vas te dire non mais attends, j'ai viré Pérez, Mhm. j'ai récupéré Ricciardo, ça ne va pas. Est-ce que je dois tout de Ok. suite virer Ricciardo? Alors que attendre 6 mois, quitte à rater un titre, j'irai Le pas problème, c'est que ça peut jusque-là. avoir des conséquences si jamais ça se resserre en 2024. Oui, la mais hiérarchie, hein. tu auras quand même plus de certitude avec Ouais. un Pérez que tu as depuis 3 C'est ans vrai. qu'avec un Ricciardo qui reviendrait un peu à l'arrache. D'autant plus que, encore une fois, tu n'as pas de certitude. Aujourd'hui, en tout cas, après le Grand Prix des États-Unis, peut-être qu'on en aura après Abu Dhabi, mais il faut qu'il performe aussi chez AlphaTauri. Prenons les paris. Allez. C'est quand? Parce Mais que en fait, ça sort. Moi, parce je que, te la, dis. parce que la question c'est pas est-ce que ça va arriver, c'est quand. Moi, je te plutôt. dis, le 2 décembre communiqué, il est vidé.
Ah, tu penses? Moi, je me demande si on n'est pas sur un Albon bis. Tu sais, Albon qui était sur la pente descendante sur toute la deuxième partie de saison 2020. Et alors, le problème, c'est que tu avais un contender avec Pérez qui était sans contrat. Enfin, Est-ce qu'il s'acharnerait à parler de son l'opportunité parfaite. contrat, du fait qu'il va être là? Oh, la communication de Red Bull que je. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Non. Allez, Hongrie 2024. Après, il y a une histoire de gros sous derrière aussi. Quand Sergio Pérez arrive en conférence de presse et dit bah non, moi je suis déjà focus sur l'année prochaine parce que j'ai mon contrat, c'est histoire de dire soit vous me trouvez un baquet, soit il va falloir me le payer ce contrat-là. J'imagine aussi, tu vois. Red Bull perd à 100%. Oui, Rappelez-vous que vous êtes pilote Red Bull, ce qui implique d'aller chez AlphaTauri quand bon semble à Helmut Marko. C'est exactement ça. Bonne question. Bah, ça va. Moi, Hongrie 2024. je reste persuadé que il sera officialisé et conservé pour la prochaine saison. Okay. Maintenant, peut-être dès ce week-end au Mexique. Quand pour la prochaine, quand pour le départ de Pérez, Après, ça dépend je pense qu'il est acté que quoi qu'il arrive, fin 2024, c'est terminé avec Red Bull. Quand je dis Red Bull, c'est la structure même Red Bull, parce qu'il faudra aussi faire de la place peut-être à Isaac Hadjar. Maintenant, ça va dépendre des performances de Ricciardo. Si Ricciardo, avec une AlphaTauri un peu plus performante en début de saison 2024, met régulièrement des points et puis il y a un coup d'éclat, dès l'Espagne, dès la 5e ou 6e course, ça peut arriver. Si ce n'est pas le cas, ça peut arriver à l'été. Donc on ne sait pas. Là, Ricciardo est revenu avant la trêve. Complètement. Mais moi j'ai l'impression qu'un coup d'éclat de Daniel Ricciardo peut lui permettre de prendre le baquet, en tout cas dès la saison prochaine. L'épée de Damoclès que ça met sur c'est terrible. Comment veux-tu piloter dans de bonnes conditions et sereinement comme ça? Exactement. Vous nous dites en commentaire, les amis, ce que vous en pensez de tout ça, votre avis sur la question, que doit faire Red Bull pour 2024 et combien de jours reste-t-il, combien de semaines reste-t-il à tenir pour Sergio Pérez au sein de l'écurie Red Bull. On en termine avec la Formule 1, on balaye tout ça et on va parler d'un exploit. Un Français a gagné en MotoGP, Johann Zarco l'attendait, celle-ci, sa première victoire au pinacle du deux roues. Eh oui, Margot parle moto, Margot de retour dans le nouveau studio. Bienvenue dans le salon, Margot. Ça va? Merci. Tu vas bien? Super. Ça te va? Ça te plaît? Pas mal la déco. Oui, j'aime bien. Ça fait effet podcast qu'on a l'impression Exactement. d'être à la maison, un petit café, on parle. Exactement. Eh ben attends, ça va arriver. On va demander au chef qui t'apporte ça. Margot, on a vécu un week-end exceptionnel en MotoGP. La première victoire de Johann Zarco. Tu as décidé d'intituler ce papier de la patience et du travail. Éloge de la patience et du travail. La moto française qui a vécu un véritable moment historique ce week-end en Australie. Première victoire en MotoGP pour Johann Zarco. On n'y croyait quasiment plus, Margot. Ouais. Et quelle victoire, quel week-end. Moi, j'ai passé un super bon week-end. Franchement, super samedi. C'était une belle victoire parce que forcément, il y a toute l'histoire, il y a tout le personnage, il y a le contexte qui fait que voilà, cette victoire, elle est magnifique, elle est belle, mais il y a aussi et surtout la manière parce qu'il y a toute cette construction de cette course, de cette victoire, le choix de partir en médium à l'arrière à quelques instants avant le départ et c'est ce qui s'est avéré être la bonne décision. Il y a le bon départ, le fait de rester derrière Bagnaia tout le long parce qu'il sait que Pecco, lui, ne va pas lâcher ceux qui sont devant pour le podium parce qu'il y a le championnat surtout. Mais voilà, et donc il reste derrière tout en gérant ses pneumatiques. C'est l'un des points les plus importants dans sa victoire aussi, ce qui lui permet de justement dépasser Bagnaia dans le 22e tour, puis de revenir sur Binder et DJ Antonio virtuellement sur le podium et avec le capital pneumatique suffisant pour les doubler, sachant que ce jour-là, voilà, il a une meilleure accélération que les autres et que devant, son coéquipier Jorge Martin, qui lui est en soft à l'arrière, est en perdition complète. Et se fait rattraper par ce groupe de pilotes. Et là, à ce moment-là, dans les derniers instants de la course, Zarco sait que c'est possible. Il sait qu'aujourd'hui, c'est pas forcément que le podium qui est accessible, mais quelque chose d'encore plus grand. Et il y a ce dernier tour d'anthologie auquel nous, on est en train d'assister en France. Il est 6h40, on a la tête en vrac. Et c'est trop tôt pour un samedi, mais que ce dernier tour est beau avec ce dépassement sur Jorge Martin avec dans le 4e virage et Bagnaia qui suit et heureusement Zarco ferme les portes au bon moment et passe le drapeau à damier pour la première fois, le premier qui devient donc pour son 120e Grand Prix en catégorie Rennes, qui devient le 120e vainqueur de Grand Prix, le 35e différent dans l'ère du MotoGP et le 5e français. Et ça, c'est beau et c'est bon. Et en plus, c'est génial de le revoir faire des backflips après une victoire, parce que ça nous avait manqué quand même. Ça faisait
quelques temps. Ouais, exactement. T'as raison d'insister sur le scénario de la course, parce que moi j'ai regardé la course après coup en ayant le résultat, et je te jure que jusqu'à 5 tours de l'arrivée, je me dis, mais attends, mais j'ai bien lu le tweet que j'ai lu ce matin, il va vraiment le faire, il va vraiment gagner. Ouais. Margot, tu disais dans la grande preview MotoGP qu'on avait fait cette saison, tu disais la victoire chez un pilote c'est toujours important parce que c'est souvent le déblocage du compteur, et que justement Johan Zarco avait besoin de débloquer quelque chose psychologiquement. Est-ce que c'est le cas là avec cette victoire? Oui, clairement, il le dit qu'il a un point en moins sur les épaules. Zarco, c'est un pilote qui réfléchit beaucoup, voire trop, et ça a souvent été reproché, entre guillemets, par d'autres pilotes et de manière générale. De toute façon, quand tu fais ce sport, entre guillemets, de foot, tu es obligé de débrancher à un moment donné, que ce soit de la F1 ou du MotoGP. Et voilà, souvent aussi peut-être trop gentil, qui se laisse prendre ses roues en qualification, qui manque, entre guillemets, ses débuts de course. Là, aujourd'hui, il a sa victoire, il l'a entre les mains, et il a peut-être manqué de malchance, hein, il a peut-être eu de la malchance à beaucoup de moments dans sa carrière. Il y a eu aussi ce fait de toujours devoir y croire, c'est compliqué quand même, hein, parce qu'en plus c'est tout le temps c'est sur la meilleure moto du plateau, sur une moto d'usine, qu'il faut rappeler, et t'as pas les bonnes sensations. Et donc il y a aussi eu ce côté malchance où d'une certaine manière les planètes ne s'alignaient jamais, parce que il y avait toujours un pilote entre guillemets qui était plus fort que lui. Il y a la Catalogne avec Oliveira en 2021, en 2017 avec Pedrosa, en 2018 oui c'est ça, non 2018 il y a un problème de pneus au Qatar. Donc il y a eu toujours quelque chose toujours quelque chose qui est un petit grain de sable en fait qui est venu s'interposer, et là voilà, il y a un point en moins, il a cette victoire, ça fait du bien, et d'autant plus que il a plus forcément un pilotage naturel sur cette Ducati, parce qu'il a vraiment dû s'adapter face à des pilotes qui sont sur une Ducati et qui sont clairement en osmose avec, qui enchaînent les victoires, qui enchaînent les records. Et lui, il a encore dû travailler plus que les autres, je pense, à ce niveau-là. C'est d'où le titre de voilà, la patience et du travail. Et après, comme il l'a dit, hein, je comprends des choses, je grandis, je prends de l'expérience, et je vais voir comment l'utiliser au mieux pour les 2 prochaines années. Donc il est enfin arrivé à ce but ultime pour tout pilote MotoGP avant de passer chez Honda. Et j'ai vu que tu avais mis un tweet sur Twitter. Du coup, je suis amusé sur X. Hein, sur X, pardon, excusez-moi. Sur X, et le comparer à Jean Alesi. Je pense qu'il y a des similitudes, mais tu vois, je pense qu'il ne va pas s'arrêter à une victoire. Alors ça c'est intéressant, je vous prends un témoin un peu les gars, moi c'est vrai que le personnage de Johan Zarco me rappelle un peu celui de Jean Alesi, les réactions aussi après sa première victoire me rappellent un petit peu l'arrivée du Grand Prix du Canada 95. Personnage romanesque, romantique. On disait tout à l'heure, il y a peu de gens qui n'aiment pas Johan Zarco. Garçon arrivé avec énormément de talent, 2 titres de Moto 2. On en attendait énormément, comme on en attendait énormément de Jean Alesi. Parfois qui a fait des choix de carrière. Oh là, c'est toi l'experte, hein, peut-être un peu discutable, ou en tout cas sur lesquels il a dû revenir. Et c'est vrai que quand je vois l'unanimité autour de la victoire de Johan Zarco ce week-end, je me dis ça rappelait le soulagement et le bonheur, par exemple, d'un Michael Schumacher qui avait abandonné la victoire en 95 pour son copain Jean Alesi. Oui, on parle pas de la suite de carrière pour le coup. Là, complètement. Ça, on n'a pas de. Parce que pour le coup, Jean Alesi aurait pu avoir une trajectoire qui était totalement différente si jamais il n'y avait pas ce swap au moment où Ferrari commence à regagner. Donc pour le coup, là, c'est plus le soulagement du moment par rapport à la personnalité qui effectivement rappelle. Là, on est le lendemain de Canada 95. Après la suite, effectivement. Johan Zarco semble avoir quand même plus de cartes en main au vu de son matériel à l'heure actuelle pour que ce moment soit un déblocage et non un épiphénomène, ou en tout cas un pic de carrière comme les pilotes français actuellement en F1 aussi, qui n'ont pas le matériel. Là, Johan Zarco, il a le matériel pour faire ce qu'il faut. Il peut le refaire, Margot, du coup, tu sais, à la différence de Jeannot d'Avignon. Tu sais quoi, moi je pensais pas qu'il allait gagner avec la Ducati, parce que j'avais pu aussi lui poser la question de voilà, tu gagnes pas avec la Ducati, tu passes chez Honda, est-ce que c'est pas aussi le bon moment de changer? Et d'une certaine manière, il avait répondu positivement, et je pensais vraiment qu'il allait gagner avec la Honda, parce que pour moi il va exceller. Il va remettre surtout sur le droit chemin le premier constructeur mondial qui est Honda. Faut le rappeler. Et je sais pas s'il y aura d'autres victoires plus tard. Je l'espère et je le souhaite, parce que c'est un pilote qui mérite. Comme Quartararo l'a dit, c'est un pilote qui mérite de gagner dans le paddock, c'est Zarco. Et je pense même qu'il va, sportivement, je pense qu'il y a peut-être plus d'honneur de remettre Honda sur les rails que de gagner à chaque week-end. Parce qu'après, on ne demande pas non plus de gagner, je pense, à chaque week-end. Mais je pense qu'on va le voir vraiment davantage exceller.
Mhm. Et il a les cartes pour remettre Honda sur le droit chemin. Et je suis pas la seule à le penser. On n'est pas beaucoup. Mais je fais partie de cet infime. Lando Norris a des cartes pour remettre McLaren sur le droit chemin. Attention, Margot a des arguments affûtés. On a tendance à te croire, Margot, hein, quand tu parles moto. En tout cas, on te croit plus que nos avis à tous les Les trois, hein, zigotos. sur le sujet. Mais je me rends compte que j'ai pas forcément donné d'argument. Mais tu vois, par exemple, pourquoi il va remettre Honda sur le droit chemin parce que Zarco, bon, rien que déjà que tu le vois dans ses interviews avec les journalistes, pour moi, j'appelle ça, je pense que vous êtes d'accord, des pépites parce qu'il Ouais, te donne Bon client. une matière folle. Donc imagine avec ses ingénieurs. Et il est vraiment considéré comme l'un des meilleurs metteurs au point du paddock actuellement. Putain, un côté reset, non? D'arriver chez Honda, du coup, bah en fait, ok, Ducati, maintenant je me focus sur Honda, je repars sur un Et tu projet. t'émancipes avec un nouveau rôle, parce qu'on rappelle que Voilà. alors, il ne sera pas dans l'écurie officielle. Non, il l'a normalement, annoncé ce week-end. mais Marquez est parti, on va dire, de l'écurie mère, donc son avis va forcément apporter pour Honda. Puis il s'est éclaté sur la Honda en 2019. Exactement. Euh, Hamza, tu avais une question ouais. sur la course et sur ce dernier tour, justement. Sur la course, alors ça va pas faire plaisir aux fans de Zarco, mais Plus après. j'ai une question plutôt axée championnat. Jorge Martin qui était en tête et qui joue le championnat, coéquipier de Zarco qui le passe au dernier tour. Est-ce que Zarco il aurait dû protéger son... Je pose la question alors que j'y crois pas parce que forcément, d'autant plus pour une première victoire. Mais est-ce que il y a des petites critiques ou est-ce qu'il y a des sentiments négatifs, aussi bien peut-être chez son team, côté Martin ou pas du tout? Mais dans les médias, il n'y en a pas des Ouais. sentiments négatifs. Et d'une certaine manière, il l'a protégé. Parce que déjà, l'erreur ici, c'est Martin qui choisit le pneu soft. Pas qui sait, mais il y a quand même de grandes chances que ce pneu ne marche pas. Parce que l'entièreté de la grille, pratiquement, est en médium. Alors certes, il est plus rapide, mais il se dégrade beaucoup plus vite et c'était à prévoir. Deuxièmement, si Zarco gagne pas, c'est Pecco qui gagne. Et là, il prend 25 points et pas 20 points comme il l'a fait ce week-end. Et ensuite, si Zarco ne dépasse pas Martin, il y a 3 autres pilotes derrière qui vont le dépasser. Et je pense que même celui qui va le dépasser, c'est Bagnaia. Parce que quand Zarco le dépasse, Bagnaia le suit. Et si Zarco ferme pas la porte, Bagnaia, il s'envole aussi. Mais là, Zarco était meilleure accélération ce week-end-là, etc. Et en plus, Martin roulait vraiment dans les derniers tours, vraiment beaucoup moins vite. Il était en 1.31.2, 1.31.3, jusqu'à 1.31.7, alors que les 4 autres pilotes derrière, donc Bagnaia, Zarco, Binder et Di Giannantonio, étaient en dessous de la 31, en 1.37, en 1.38. Donc dans tous les cas, Martin allait forcément se faire déborder par quelqu'un. Et en l'occurrence, je pense Bagnaia, qui il joue le championnat, donc il faut prendre les risques. À ce moment-là, Martin a pris le risque de prendre un pneu soft qui ne s'est pas avéré gagnant. Donc là-dessus, en fait, il sait qu'il a fait, entre guillemets, une erreur, que c'était le mauvais pari. Donc il est content pour son pote, on va dire, parce qu'ils sont un peu potes quand même. Et il y a, devant les médias, il le dit comme ça. Après, peut-être, je pense pas, parce que dans tous les cas, il n'aurait rien pu faire. Ouais, c'est ça. Et du côté de Pramac, ils sont contents parce qu'en plus, Paolo Campinotti, à un moment donné, il lui dit pourquoi tu pars à la télé en direct sur Canal+. Donc, il devrait ne pas avoir il devrait pas avoir de sentiments négatifs et je pense qu'il devrait même plutôt être dégoûté de voir Zarco partir. Enfin, après, je suis peut-être un peu trop chauvin. Mais... T'as peut-être raison aussi, bien évidemment. Vous nous dites ce que vous pensez, les amis, en commentaire de cette nouvelle chronique, bien sûr, de Margot. Margot parle moto. Margot, le mot de la fin, comment tu as fêté cette victoire de Johan Zarco à 6h du matin? Comment ça se passe, les émotions, quand on est fan de MotoGP comme ça? Vu que t'es plus trop dans le coltard, parce que là, t'es bien réveillé, quoi. Mais avec un café, du coup, t'as pas le choix, parce que franchement, une bière à ce moment-là... un coup de calva dedans, peut-être. Attends, c'est tôt pour toi, c'est tard pour certains. Je vise personne. Hors antenne, on a dit. Hors antenne. Est-ce que Johan Zarco, le pilote qui réfléchit trop, tu nous disais aussi également en début de saison, ce qui lui est reproché, trop gentil aussi, est-ce qu'on peut le voir évoluer? Ce sera ma question de fin, et comme ça, après, on boucle. Oui, mais moi, je te dis, je le vois performer sur la Honda, puis c'est le pilote, comme on a dit, en plus, qui est adoré du public et qui aura toujours un soutien, je pense, indéfectible des fans du MotoGP, notamment en France. Donc, ouais, ça va marcher. Ça va marcher. Bon, on va croire Margot, en tout cas, dans cette fin de saison de MotoGP. Merci, les amis, d'avoir été avec nous dans cette nouvelle émission. Dans quelques jours, dans 2 jours très précisément, le week-end du Grand Prix du Mexique commence.
On sera d'ailleurs à Marseille avec Brice, ça c'est important de le préciser. Oui, Avec du coup, Brice, c'est pas du avec tout au notre Mexique, polo mais aussi. soit. Avec notre polo aussi, ça sera avec Winamax samedi du côté de Marseille pour des émissions en direct. Si vous êtes dans la région, venez nous voir. Ce sera l'occasion qu'on discute un peu ensemble C'est vrai. et qu'on parle hors antenne du coup. Autour Si vous d'une- saviez ce qui se dit. d'un bon verre. Et puis on se retrouvera bien sûr le lundi pour débriefer, le mercredi pour débattre comme d'habitude. Et puis le MotoGP qui revient très vite, j'espère, Margot. Avec déjà une nouvelle ce victoire française. Et il a débloqué le compteur, ça va venir. Ça va dérouler. Thaïlande, le désormais. prochain. Tu sais, je veux dire quelque chose. Ce week-end. Ouais. Un grand sportif, Cristiano Ronaldo, pour ne pas le citer, Mm. quand il marquait pas de but, il Cristiano disait Ronaldo. les buts, c'est comme le ketchup. Dès que ça tombe, derrière, ça enchaîne. On souhaite la même chose à Zarco. Première victoire, oui. derrière, ça enchaîne. Citation Alors, je sais la pas plus si une victoire en intelligente de MotoGP, c'est Cristiano comme le Ronaldo. ketchup. Tu vois, j'ai juste ce petit doute. Écoute, voilà, en tout cas, merci, ce sera le mot de la fin, je pense qu'on ne pourra pas faire mieux. En tout cas, merci à tous les trois, vous avez été encore extraordinaires. Très bon Merci à notre polo national qui a assuré ce setup, qui a travaillé dans l'urgence, et à Jérém aussi également qui l'a accompagné pour vous proposer toutes les choses. Dernière chose, promis, je prends 20 secondes pour l'expliquer. Pour le moment, toujours pas de podcast, vous êtes nombreux à nous poser les questions, les podcasts sont indisponibles, c'est du fait de notre changement de structure là, ces dernières semaines, mais on travaille pour vous reproposer bien sûr toutes ces émissions en podcast le plus rapidement possible, donc on travaille, on vous tient au courant bien sûr de tout ça. Salut les amis, prenez soin de vous.